Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand entretien de Lyon Décideur, hauts fonctionnaires et chefs d'entreprise, X-Pont de formation, passé par des cabinets ministériels dans les années 90. Il a connu successivement Eiffage et Alstom avant de rejoindre Eurotunnel comme PDG et d'être identifié comme celui qui a redressé les comptes du tunnel sous la Manche. Depuis 2016, il est aussi celui qui préside, à la suite de Franck Ribou, le comité pour la Transalpine Lyon-Turin. Jacques Gounon est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci donc d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes toujours président de Getlink, le nom du groupe Eurotunnel, qui englobe aussi des activités de fret ferroviaire via Europort. Vous arrivez tout juste à l'instant de l'Assemblée générale de la Transalpine, qui se tenait au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors le dossier de cette liaison à grande vitesse est au cœur de l'actualité, à la fois avec la mobilisation des opposants, mais aussi des soutiens au projet. Le ministre des Transports a dit mettre 3 milliards d'euros sur la table, histoire de calmer sans doute Bruxelles, excédé des tergiversations françaises, histoire aussi de mettre la pression sur les collectivités locales. Comment les choses peuvent-elles et doivent-elles avancer maintenant selon vous ? La question du financement de ce méga-projet d'infrastructure ne reste-t-elle pas une épée de Damoclès, dès lors que Lyon, la métropole de Lyon et Grenoble ne veulent pas mettre 1 euro dans cette liaison ? Se dirige-t-on vers un gros accident industriel si les voies d'accès côté français ne sont pas prêtes lorsque le tunnel sera opérationnel ? Sous-estime-t-on les risques écologiques d'un tel chantier ? L'état du fret ferroviaire en France justifie-t-il qu'on investisse autant pour mettre des camions sur des trains ? Autant de questions sur lesquelles, bien sûr, on a envie d'avoir vos réponses tout de suite. Alors, première question toute simple. Lorsqu'on est venu vous chercher, Jacques Gounon, pour présider ce comité pour la Transalpine en 2016, à la suite de Franck Ribou, pressentiez-vous alors que vous vous engagiez dans une sacrée galère ? Galère, non, je ne dirais pas ça, mais un intérêt général à défendre, oui, de toute évidence. C'est même le prédécesseur de Franck Ribou, François Lépine, qui m'avait attiré comme adhérent, invité Eurotunnel à être adhérent du comité pour la Transalpine, dans une logique effectivement de défense du ferroviaire qui m'anime. Et puis après, les étapes se franchissant, c'est avec honneur que j'ai accepté de rejoindre ce comité de la Transalpine, dont la caractéristique est d'être une création ayant une très grande continuité dans sa logique de défense de ce projet Lyon-Turin, mais surtout dans un caractère que je trouve extraordinaire, transpartisan. On ne fait pas de politique, on fait vraiment une volonté de développement du ferroviaire, de tout ce qui peut être vertueux dans le cadre de la transition écologique. Et puisque vous citiez l'Assemblée générale de ce matin, plusieurs satisfactions. La première, c'est l'arrivée. Vous évoquiez la métropole de Lyon, l'arrivée à l'initiative de M. Gascon de 40 communes de la métropole. Donc on voit que ça reste un sujet lyonnais, c'est évident. Anne-Marie Comparini, qu'on connaît tous, effectivement, a également tenu à être présente pour dire à quel point, de la région. voilà, à tenir à quel point, etc. Il y avait effectivement des parlementaires, sénateurs et députés, et tout le monde, dans cette logique transpartisane, effectivement, disent il faut aller plus vite, il faut développer le Lyon-Turin qui est bon pour tout le monde. Donc alors, ça fait plaisir. Tout a été voté à l'unanimité dans notre Assemblée générale, en plus. Alors, comment est-ce que vous définissez ce comité pour la Transalpine Lyon-Turin ? C'est une instance de lobbying, en quelque sorte ? Oui, c'est le terme que certains voudraient utiliser avec une connotation négative. Moi, j'allais dire c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat et c'est un lieu qui permet à toutes les entités concernées et tous les élus, et je répète de manière transpartisane, la possibilité de se regrouper sur un objectif vertueux, commun de report modal et de transition écologique. Et le point fort de la présentation ce matin était un sondage IFOP présenté par M. Fourquet lui-même, que la Transalpine a fait réaliser et qui consistait à demander à toutes les populations locales, un sondage de près de 1000 personnes, qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Est-ce que c'est bon pour l'environnement ? Etc. Toutes les questions ont fait l'objet d'un soutien, d'un vote, j'allais dire, positif de 75 à 80% des élus locaux et des sondés locaux. Donc on voit que c'est un vrai projet, dans l'électorat écologiste. Y compris dans l'électorat écologiste. Et donc, comment vous enlevez des 75-80%, les 11% qui ne se prononcent pas, ce qui est normal pour un sondage, vous voyez que les opposés au projet, les opposants au projet, dans ce sondage, c'est 8%.
Seulement 8%. Mais le but n'est pas là, c'est que, et je pense que l'État doit en tenir compte, la région va en tenir compte, c'est le fait que les populations locales aspirent à un projet vertueux comme le Lyon-Turin. Alors, au fond, pourquoi faut-il faire cette liaison à grande vitesse? En quoi est-elle indispensable selon vous? Alors, l'objectif, vous le savez, c'est de reporter des camions sur le rail avec un objectif d'1 million de camions par an. Alors, si je prends l'exemple du tunnel sous la Manche, qui, depuis près de 30 ans, effectivement, fait cette action de report modal, on fait passer 1,2 million, 1,4 million camions par an, ça représente des centaines de trains par jour. Nous, on estime que c'est de l'ordre de 200 trains par jour. Et donc, il est évident qu'il faut des installations adaptées à des trafics de cette nature, parce que les installations actuelles ne le permettent pas, et que, j'allais dire, le report modal d'un nombre aussi important de camions est une nécessité opérationnelle exigeante qui justifie qu'on fasse les investissements appropriés. 1,2 million, 1,3 million, vous y êtes arrivé au bout de combien d'années C'est arrivé assez rapidement dans le tunnel sous la Manche. J'allais dire que quelques années après son ouverture, une fois que les habitudes se prennent, on était à des niveaux qui étaient déjà de l'ordre du million, sur un trafic total sur l'ensemble de la Manche de 4 millions. Donc on s'aperçoit qu'il y a le potentiel nécessaire. Mais c'est pareil pour la région alpine. Quand il va y avoir les travaux dans le tunnel du Mont Blanc qui vont fermer ce tunnel un certain temps, je plains les gens de la vallée de Chamonix qui vont voir passer un trafic lorsqu'il reviendra qui sera évidemment, qui leur paraîtra insoutenable. C'est un peu l'effet Covid. On est calme pendant un moment et après on découvre. Et c'est pareil sur toutes les autres vallées alpines. Alors, on va revenir aux différentes actualités. Jusqu'à la prise de position de Clément Beaune, le ministre des Transports, annonçant l'engagement de l'État à hauteur de 3 milliards d'euros. Est-ce que vous avez craint à un moment donné que l'État français ne laisse tomber le projet? Non, ça je n'y ai jamais cru, et dans toutes les actions de la Transalpine, et en particulier, vous l'avez noté, la formidable mobilisation des élus de tous bords qui, il y a encore récemment, se sont adressés directement au président de la République, montre que le gouvernement ne peut pas omettre cette pression locale, j'allais dire. Et si je remonte un tout petit peu en arrière, je rappellerai que c'est un des prédécesseurs de Clément Beaune, Madame Elisabeth Borne, quand elle était ministre des Transports, qui a réactivé le dossier en demandant à SNCF Réseau de faire les études de tracé qui ont fait l'objet de la concertation préfectorale de décembre 2021. Donc il est faux de dire que l'État s'est désintéressé de ce projet. Il n'avance peut-être pas assez vite. Mais j'allais dire, quand vous avez un ministre des Transports qui met 3 milliards d'euros sur la table, quand vous avez la Commission européenne qui dit on financera à 50%, donc ça fait déjà 6 milliards, je suis quand même assez rassuré. Oui. Et donc je voudrais... Et vous qui avez travaillé en cabinet ministériel, est-ce que vous comprenez quand même ce qui ressemble beaucoup à des tergiversations du côté de l'État français pendant très longtemps? Tergiversation, oui, il faut peut-être le reconnaître. Alors, deux choses, je pense. Sur le tunnel de base, qui se creuse en ce moment, avec une CIG qui est très active, Josiane Beau, président de la partie française, qu'on connaît très bien. Là, on ne peut pas dire, ce sont des gens qui font leur travail et qui le font très bien, et qui le font dans le souci, d'ailleurs, sur le plan environnemental, on l'a vu ce matin, de chercher à amoindrir les éventuelles nuisances. Donc, du point de vue du tunnel de base, c'est un très très bon travail qui se fait. La vraie difficulté, c'est qu'il y a des rêveurs qui pensent que l'ancienne ligne historique, dès lors qu'on aura supprimé quelques passages à niveau, pourrait absorber le report modal d'1 million de camions. Alors là, mon expérience du tunnel sous la Manche me permet de le dire. Le tunnel sous le Mont-Cenis. Voilà. Là, mon expérience du tunnel sous la Manche me permet de le dire. Vous ne faites pas passer 200 trains par jour sur la ligne historique. Ça n'a pas de sens. Et alors, en termes de nuisance pour les bords du lac du Bourget, ça sera terrible. Donc, oui, il faut un projet nouveau. Alors, pour répondre plus précisément à votre interrogation sur les tergiversations, et en faisant référence à une expérience personnelle un peu ancienne maintenant, les projets transfrontaliers sont toujours difficiles à faire avancer parce que, d'abord, ils sont internationaux, c'est plus compliqué que quand c'est national. Et puis ensuite, voilà, c'est aux frontières de la carte de l'Hexagone. Donc il y a tellement de projets à l'intérieur de l'Hexagone que ce qui est à la périphérie, et le tunnel sous la Manche en avait souffert en son temps, c'est une deuxième priorité. Ce qui est à mon avis une erreur, en particulier dans le cadre d'une politique européenne, dont il faut rappeler que France-Italie, elle a été
à nouveau sanctuarisé par le traité du Quirinal, signé ici il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Mais là, c'est plutôt les Italiens qui s'impatientent un peu devant Oui. les lenteurs françaises. C'est assez légitime. Eux, ils tiennent les délais, ils vont livrer leurs accès. Alors, je reviens sur l'opposition, ils ont connu des oppositions violentes, on le sait. Oui, c'était le président de la partie italienne de la CIG ce matin disait à la Transalpine, ils sont partis à 30 000, ils sont plus que 2 000, c'est-à-dire que, et en entrant dans le détail que je ne reprendrai pas ici, il a montré à quel point l'opposition italienne véhémente et très active qu'on a connue par le passé avait pratiquement disparu du paysage. Donc les Italiens ont fait leur travail, ils ont convaincu les opposants que c'était un bon projet, ils ont mis en place les financements, ils font les travaux. Donc oui, c'est assez légitime qu'ils se disent on va envoyer 200 trains par jour dans le tunnel et il ne va rien sortir de l'autre côté. Ça pose un petit problème évident. Alors on va revenir sur le coût total de cet investissement et son financement. Alors, quand on parle de l'investissement total, les sommes avancées varient selon les interlocuteurs. Certains parlent de 20 milliards, d'autres 25, voire 27, 28 milliards. Vos chiffres à vous, c'est quoi, j'ai envie de dire, en détaillant, s'il vous plaît, entre les 3 tronçons, bien sûr, le tunnel international de 57 km, les 50 ou 60 km de voies d'accès côté italien et les 140 ou 150 km de voies d'accès côté français. Et puis, qui paye quoi et comment se fait la répartition entre l'Union européenne et les États concernés? Alors, quand on veut noyer son chien, le proverbe est bien connu. Bon, donc, certains, effectivement, citent des chiffres qui sont toujours plus élevés, toujours plus affolants, parce qu'on se dit que si c'est 25, 26, 27... Ah oui, vous avez parfaitement raison, c'est 25, 26, 27 milliards, on ne s'en sortira pas. Alors, pour le tunnel de base, on est sur environ 7-8 milliards, et je répète, avec un cofinancement. Sur les aspects d'accès italien... Ça, c'était des chiffres 2012. Ouais, oui. On sera plutôt quoi, 9 milliards, 9 milliards et demi? Oui, si vous voulez. Enfin, je veux dire, certes. Moi, je prends des bases qui sont connues et qui sont des références et on peut les actualiser. Vous avez parfaitement raison. Sur les accès italiens, on va dire qu'on est aujourd'hui à 3 milliards. Et alors après, sur les accès français, c'est là où c'est très intéressant parce que il faut pas, où il faut être très précis, je vais le dire de manière constructive comme cela. Vous avez le contournement ferroviaire de Lyon, qui est un projet très important que, j'allais dire, en tant que ferroviaire, je soutiens, qui est très bien. On le lie ou pas au Lyon-Turin, honnêtement, dans la définition juridique du Lyon-Turin, il n'est pas compris. Et donc, si on s'en tient aux simples aspects des accès français, accès qu'on peut phaser, qu'on peut découper, on est sur un financement de l'ordre de 6 à 7 milliards, avec à nouveau une contribution européenne de 50%. Donc on est... Alors j'espère que les études qui seront lancées par le gouvernement dans le cadre du mécanisme d'interconnexion européen et des appels d'offres qui vont être lancés en septembre par l'Europe permettront de faire les études détaillées qui sont nécessaires pour couper court en effet à tous ces fantasmes de sommes que l'on ne peut pas financer. Et si je reviens au sondage IFOP que nous a commenté ce matin Jérôme Fourquet, il posait la question aux sondés, est-ce que ce coût vous paraît très important? Et ce qui est extraordinaire, c'est que, parce que tout ça est catalogué en termes de catégorie d'âge, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes ne disent pas que le coût paraît démentiel. Les anciens qui sont plus sensibles effectivement à la répétition du ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, effectivement disent ça coûte peut-être cher. Et quand vous posez la question de savoir si c'est un investissement utile pour lutter contre le changement climatique, là aussi la réponse, y compris chez ceux qui sont plus près des tendances écologistes, la réponse est massivement oui, c'est un investissement utile. Donc la vraie question de fond, il faut dépenser intelligemment, il faut dépenser utile. Mais j'allais dire, construire un tunnel de base, des accès italiens et ne pas avoir des accès français, alors ça, c'est la très mauvaise décision. C'est gâcher l'argent qui aura été investi dans ce projet parce qu'on refusera de mettre les 6-7 milliards financés à 50% par l'Europe qui sont nécessaires pour boucler le projet. Et après, si vous allez jusqu'au contournement ferroviaire de Lyon, que je soutiens parce qu'il est clairement utile, c'est à nouveau 2-3 milliards, ce qui fait dire à certains, ce projet actualisé au moment de la livraison coûtera 10 milliards. Non, il ne faut pas additionner des projets différents. Donc si on revient aux accès français, je dis que
la France a les moyens de se payer ses accès du Lyon-Turin. Et on a la référence habituelle, la Suisse, dont le PIB doit être la moitié ou le tiers de ce qu'est le PIB franco-italien, a fait depuis très longtemps beaucoup plus de tunnels dans les Alpes avec l'efficacité que l'on sait. Avec le Saint-Gothard et le Löschberg, effectivement. Absolument. Alors, les 3 milliards d'euros annoncés par Clément Beaune, qu'est-ce que cela signifie? Que les collectivités locales doivent mettre au moins autant sur les voies d'accès? Alors, il ne m'appartient pas de me substituer aux négociateurs, bien évidemment. Ce que l'on observe depuis longtemps dans les projets de cette nature, c'est que c'est un travail commun, un financement commun. Alors, je mets de côté l'Europe, donc la partie résiduelle est à partager entre l'État et les collectivités locales. La plus importante d'entre elles est bien sûr la région Aura. Les petites communes de la Maurienne n'ont pas les moyens financiers, sauf de participer de manière un peu symbolique. Après, si on a des études précises qui permettent de tordre le cou à des chiffres d'investissement fantaisistes, il y aura, dans mon point de vue, la base nécessaire pour que, entre responsables politiques de très haut niveau, une clé de répartition, comme on le voit sur tous les autres projets, comme Carole Delga l'a fait ou est en train de le faire sur le prolongement de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux dans le sud-ouest. Ce sont des mécanismes classiques, ça passe par le contrat de plan État-région ou par d'autres structures. Je veux dire, il n'y a rien de très surprenant dans ce cofinancement. Alors on sait que ce sont des mécanismes tout à fait classiques. Laurent Wauquiez a dit que la région mettrait 1 milliard d'euros, mais pas plus. On sait aussi que les villes de Lyon, de Grenoble et de la métropole de Lyon ne veulent pas participer au financement d'un tel projet. Est-ce qu'on peut faire une telle infrastructure sans des soutiens aussi essentiels que Lyon, Grenoble, la métropole? À ma connaissance, la région a dit, parce qu'elle a raison de se focaliser sur les études, qu'elle cofinancerait les études. Donc, encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne nous faisons pas peur avec des chiffres qui ne sont pas justifiés par des études précises et détaillées. Et je répète, en plus, tout ça peut être fait par tranche. Donc, venons à des choses concrètes, regardons exactement combien cela coûte et laissons le moment venu les négociateurs négocier. Je vois mal la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pas apporter une contribution normale. Et ce matin, son représentant, le sénateur Cédric Vial, a été assez clair. C'est un projet d'intérêt national dont la région ne se désintéresse pas, je crois. Je n'ai pas parlé à la place de la région, mais j'écoute ce qu'a dit ce matin Cédric Vial. Laissons faire les choses. Après, une position évidente de négociation aussi bien d'un côté que de l'autre, ça ne consiste pas à dévoiler ses cartes tout de suite. Enfin, je veux dire, tout ça est hyper classique. Donc on est dans la phase un peu du poker menteur? Non, pas du poker menteur, mais c'est au contraire très, très bien. C'est l'ouverture du jeu. Alors, on va revenir sur la question des voies d'accès. Quid de se tracer des voies d'accès? Est-ce qu'il faut simplement améliorer Dijon-Modane, comme l'évoquait le COI, le Conseil d'orientation des infrastructures, ou faire plutôt un Lyon-Saint-Jean-de-Maurienne en passant sous la Chartreuse et sous le massif de Beldon? Alors, si le projet Lyon-Turin va à Dijon, c'est très bien, mais je ne vois pas trop à qui ça va servir. Quels sont les chargeurs qui vont aller à Dijon en venant d'Italie du Nord ou ceux qui vont aller en Italie du Nord? Même pour l'exportation des vins de Bourgogne, ce n'est pas garanti puisque l'Italie a sa propre production viticole. Non, le Lyon-Turin... Donc en gros, le Conseil d'orientation des infrastructures, il a tout faux. Ah, pour moi, oui, clairement. J'allais dire, je suis très respectueux de ce qu'il a fait. Vous savez que certains membres de ce même comité ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le rapport général. Heureusement, ça n'est qu'un rapport qui est donné au gouvernement et que le seul décideur, c'est le gouvernement. Et je pense que Clément Beaune a donné la réponse. Le COI dit on n'est pas pressé, tout ça n'a aucune importance. Clément Beaune dit je mets 3 milliards. Voilà, ça clôture le débat. Je pense que les rédacteurs du COI ont peut-être été trop attentifs aux diktats financiers de Bercy ou d'autres, mais je n'en sais rien. Voilà, je veux dire, c'est très bien, il a mis son rapport. De mon point de vue, son rapport sur Lyon-Turin est totalement erroné. Et je prends un exemple très précis qui est relatif au tunnel sous la Manche. Tout le monde se rappelle que la ligne à grande vitesse entre le tunnel et Londres est arrivée 13 ans après l'ouverture du tunnel. Et si vous regardez les chiffres de trafic, notamment Eurostar, qui sont publics connus, le trafic n'a décollé entre Londres et Paris que quand la ligne a été terminée. Quand effectivement vous envoyez, après avoir utilisé une partie d'un trafic nouveau, vous envoyez ceux qui veulent l'utiliser sur un chemin vicinal,
J'ai rien contre les chemins vicinaux, mais vous n'avez pas les débits qui sont nécessaires. Donc voilà, ce sont des réalités économiques et je pense que tous les décideurs lyonnais qui sont à l'écoute le comprendront. Il faut faire des choses cohérentes. Donc, s'arrêter à 80% ou à 70% d'un projet, c'est un très mauvais calcul. Donc vous dites erreur d'investissement. Il faut plutôt faire Lyon-Saint-Jean-de-Maurienne et passer sous la Chartreuse. Et quel est le centre et Beldon. On sait que c'est le tracé le plus coûteux. Oui. Mais c'est le plus intéressant pour vous? C'est le plus efficace parce qu'en plus, ça dégage la possibilité de faire un accroissement des transports régionaux que revendiquent assez légitimement des villes comme Grenoble, comme Chambéry ou d'autres. C'est évident. On ne se rend pas compte à quel point un train de fret ferroviaire qui circule lentement occupe de l'espace. Donc si vous donnez la priorité aux ferroviaires, vous n'avez plus de place pour les déplacements locaux. Donc il faut les séparer, c'est aussi simple que cela. Ça veut dire qu'il faudra faire des tunnels aussi, donc sous la Chartreuse. Oui, mais on peut, je veux dire, on n'est pas obligé encore une fois de tout faire tout de suite, c'est pas fondamental. Alors, vous l'avez un peu évoqué, est-ce qu'il faut traiter globalement la question du contournement ferroviaire de Lyon et celle des voies d'accès au tunnel international? Pour moi, il est évident qu'il faut amener les trafics sur la région lyonnaise parce que c'est là où ça se passe, c'est là où il y a de l'activité, donc aussi bien pour de l'exportation que pour de l'importation. Et après, je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas saturer Lyon, qui a déjà des situations difficiles tant routières que ferroviaires. Et oui, le contournement ferroviaire de Lyon est une nécessité. Et peut-être en étant un peu provocateur, là aussi, on pourrait regretter que ça n'a pas été décidé, ça n'ait pas été décidé depuis longtemps, financé depuis longtemps, parce que ça ne me paraît pas hors de portée des capacités financières de la France et de la région, et qu'il ne soit pas actuellement en service. Ce que je regrette, c'est que des décisions aussi structurantes pour assurer finalement le bien-être et le développement n'aient pas été prises plus tôt. Oui, il y a une certaine forme... Allez, je ne vais pas dire tergiversation, je vais dire une certaine forme de retard à l'allumage qui est quand même préjudiciable. Et voilà. Et puis lier les deux, c'est peut-être aussi une façon habile de faire contribuer la métropole au projet. Écoutez, si la métropole, je n'ai pas à juger, je répète, Transalpine ne fait pas de politique, ne veut pas en faire, et moi je n'en fais pas non plus. Si la métropole ne veut pas attirer vers elle des flux de trafic, fret et passagers, générateurs d'activité et de développement, c'est sa responsabilité, je n'ai pas à le juger. Ce que je voudrais, c'est éviter trop d'égoïsme, c'est-à-dire que chacun se replie sur ses bases en ne tenant pas compte de l'intérêt général. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, les manifestations des opposants, notamment les élus de la NUPES LFI, ainsi que les écologistes. Qu'est-ce que vous répondez à leurs critiques sur les dangers écologiques d'un tel chantier, les effets sur l'eau, la montagne, la rupture des équilibres naturels? Écoutez, je veux dire, ce sont des propos tellement surprenants qu'il est assez difficile de les commenter. Je ne vois pas comment un tunnel, ou alors c'était le cas au tunnel du Mont-Blanc, c'est le cas au tunnel du Fréjus, etc. Je ne vois pas comment un tunnel, ou c'est le cas du Saint-Gothard ou du Lötschberg, je ne vois pas comment un tunnel peut vider les Alpes de son eau. Enfin, c'est tellement énorme que ça n'a pas grand sens, donc je n'ai pas de commentaire à formuler. Et par ailleurs, ce n'est pas qu'un tunnel qu'on perce. Au total, ça fait 300 km. Si on prend les deux tunnels, les descendries, je veux dire, c'est pas, les stations techniques. Oui, enfin, c'est pas linéaire en question. Est-ce que ça ne perturbe pas quand même la montagne, la géologie C'est comme si on disait pour le tunnel sous la Manche qu'on a vidé la Manche. Enfin, c'est du même nature. Je veux dire, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Par ailleurs, ce matin, à l'Assemblée générale de la Transalpine, TELT, qui est le maître d'ouvrage du tunnel de base, a expliqué avec son excellente directrice du développement et de l'aménagement, Manuela Roca, a expliqué que le chantier était extrêmement attentif aux aspects environnementaux, prenait toutes les mesures pour qu'il y ait moins possible de nuisances locales. Ce sont des grands professionnels, ils font bien leur travail. On n'a jamais vu un tunnel alpin avoir les conséquences qui sont décrites. Ça n'a pas de sens. Et puis vous avez le fameux aspect sur les terres agricoles où là aussi TELT a rappelé en redonnant des chiffres qui sont précis, qui ne sont pas à la hauteur de ce qui a été dit. Moi, une opposition responsable qui sort des arguments crédibles, je la respecte. Une opposition qui veut faire peur en citant des chiffres extravagants et des propos extravagants,
moi qui suis rationnel et ingénieur de formation, je ne suis pas dans mon domaine de réponse. Et je veux dire, je ne sais pas faire. On peut dire n'importe quoi, les gens ont le droit de le dire, mais ça ne s'applique pas au Lyon-Turin. Oui, vous n'avez pas l'impression que par moment, on tend à minimiser à tout prix les risques et à les balayer d'un revers de la main? Écoutez, alors analysons sérieusement les risques en question. Quels sont-ils? On ne les connaît pas, ou ils sont des risques assez classiques. Vous avez les risques de réalisation d'un chantier. Tout le monde sait maintenant comment on doit les gérer. Vous avez ensuite, une fois que le chantier est fait, vous avez, j'allais dire, la nécessité d'avoir une exploitation qui soit la plus vertueuse possible. Il faut éviter de passer la nuit en ville, etc. Enfin, mais ce sont des choses qui sont extrêmement connues. L'assèchement d'une rivière, c'est arrivé une fois. Attendez, alors oui, peut-être, mais enfin, je suis désolé, si j'observe ou si j'écoute les informations télévisées sur les problèmes de sécheresse, il y a beaucoup de rivières en ce moment dans le sud de la France qui sont à sec sans que le moindre tunnel soit en cause. Donc, ne mélangeons pas, me semble-t-il, des sujets réels, le manque d'eau, la sécheresse, la nécessité de protéger les ressources en eau, avec le fait qu'un tunnel pourrait avoir les effets désastreux que l'on annonce. Oui, mais le fait qu'il capte beaucoup d'eau et qu'il ait besoin de beaucoup d'eau pour refroidir, au lieu d'être à 50 degrés. Ce matin, les chiffres ont été cités. L'eau est traitée et remise dans l'arc. Donc effectivement, si on ne voit que le prélèvement, on peut faire peur. Si on tient compte du fait qu'elle est remise en circuit, c'est un non-sujet. Alors l'autre grande critique des opposants, notamment du président de la métropole de Lyon, c'est de dire à quoi bon vouloir multiplier les camions sur des trains quand on sait que la part du fret ferroviaire est très 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 faible en France. Est-ce qu'on ne va pas tout simplement voir passer des trains vides? Alors ça, je trouve cette remarque très intéressante parce que c'est la poule et l'œuf, si je peux m'exprimer très simplement. Vous n'avez aucun système qui permette aujourd'hui à des opérateurs ferroviaires de faire un report massif de camions sur le train. Donc vous n'avez pas suffisamment de camions sur les trains, donc vous dites il n'y en a pas, donc ce n'est pas la peine de faire des installations qui fonctionnent bien. Le système ferroviaire, notamment pour le fret et pour le camion, est un système d'offre. Si vous n'offrez pas les moyens de transport qui sont en termes d'infrastructure et d'exploitation qui sont nécessaires aux marchands, aux chargeurs, aux transporteurs, vous n'avez évidemment pas de trafic. Et plus précisément, le nombre de trafics aujourd'hui dans les vallées alpines, l'ensemble des Alpes sur les flux, c'est plus d'1,5 million de camions. Le potentiel est là. Donc moi, je pose la question, mais comment se fait-il qu'avec 1,5 million de camions et la volonté de les mettre sur le rail, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de trains? La réponse est évidente, c'est parce que le système actuel n'intéresse pas les transporteurs, il est anti-économique, les conditions d'exploitation sont épouvantables, il faut mettre plusieurs locomotives à Modane, etc. Donc tant qu'on n'aura pas une infrastructure qui permet un transport simple et efficace, il ne faut pas être surpris de ne pas avoir de train avec des camions. Donc il ne faut pas dire, et ça je suis extrêmement clair sur le sujet, l'argument on voit bien qu'il n'y a pas assez de trains de fret, donc ce n'est pas la peine de faire le Lyon-Turin. C'est la démonstration, au contraire, qu'il faut impérativement et très vite faire les accès du Lyon-Turin pour que les camions qui sont là, qui polluent les vallées alpines, puissent enfin passer sur des trains de fret. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'on se donne réellement les moyens en France de développer le fret ferroviaire? Il y a eu plusieurs plans successifs où on disait voilà, ça y est, maintenant on prend le taureau par les cornes. Et c'est aussi à vous, en tant que président de Getlink, que je pose cette question, puisque le sujet vous concerne avec votre filiale Europort qui s'est développée notamment depuis l'ouverture du fret à la concurrence. Alors, c'est effectivement un sujet extrêmement important et qui me passionne en effet. Depuis longtemps, j'allais dire, la priorité d'aménagement a été quand même plutôt en faveur de la route, voire de l'aérien, que du ferroviaire. Et dans le ferroviaire, on le sait, la priorité a été donnée aux voyageurs. Et là, je peux parler de l'expérience Europort, surtout qu'on est acteur sur le sillon rhodanien. Un train de fret, c'est lourd, c'est lent, ça prend beaucoup de place. Et par conséquent, il y a toujours un risque sur des capacités lorsqu'elles sont insuffisantes, ce qui est le cas aujourd'hui malheureusement de beaucoup de réseaux et de ceux dont on parle. Si vous voulez faire passer plus de trains de fret, c'est au détriment des transports régionaux, des transports voyageurs de longue distance, intercités, tout ce que vous voulez, etc.
La priorité, je ne la conteste pas, elle est aux voyageurs. Et il n'y a donc plus assez de place pour les trains de fret sur le réseau existant. Le problème est aussi simple que cela. Si vous prenez des pays comme la Suisse, c'est l'exemple évident le plus proche de nous, mais ça peut être la même situation en Autriche, ça peut être aussi le cas de l'Allemagne. C'est même le cas de la Belgique et de la Hollande. Si vous voyez le nombre de trains qui partent du port de Anvers ou de Rotterdam, ces pays-là donnent la priorité au transport de marchandises par train. Et ils s'arrangent après pour que les populations locales puissent quand même être correctement desservies par les trains de voyageurs. En France, on fait l'inverse. On prend toute la place pour les trains de voyageurs. Alors, effectivement, il n'y a plus de place pour les trains de fret. Donc le déclin du fret, il y a bien sûr d'autres considérations, mais le déclin du fret tient au fait qu'il n'y a pas de priorité nationale pour le développer. Pas encore ou pas suffisamment. Et donc avec ce projet, ça va devenir une priorité ? Alors je pense qu'effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les vallées alpines, Lyon, métropole y compris, a une chance extraordinaire, c'est qu'elle bénéficiera d'être mise sur un couloir européen, les fameux corridors, le corridor 5. C'est une volonté européenne, alors après on y souscrit ou pas, mais je crois qu'elle est pertinente. Et sur cette base-là, effectivement, on a pour Lyon et sa région la chance extraordinaire de pouvoir se brancher, j'allais dire, sur des pays qui attendent la présence lyonnaise, dans une installation qui doit être neuve, adaptée, qui est finançable, qui est à la portée, parce qu'en plus, c'est des travaux qui vont s'étaler sur 10 ou 15 ans. Donc si vous divisez même 6 milliards ou 7 milliards sur 10 ans, je veux dire, ça reste quand même à la portée d'un pays comme la France, ou alors je suis inquiet. Donc oui, c'est une chance unique que Lyon soit branché sur le plus formidable projet environnemental de fret ferroviaire européen. Et on sait que les Espagnols, oui, l'Europe du Sud et au-delà, bien sûr, bien évidemment, et puis toute la frontière méditerranéenne. Enfin, je veux dire, quand les camions pourront plus passer à Vintimille ou auront fini de saturer la frontière méditerranéenne, ils vont se reporter sur le Fréjus. Et là, bonjour pour les paysages alpins. Donc oui, c'est une nécessité. Et de toute façon, j'y reviens, les chargeurs, les transporteurs vont là où c'est simple et facile. Aujourd'hui, pour traverser les Alpes, c'est la route. Ce que je souhaite, c'est que demain, ça soit le train. Mais que les passagers puissent aussi mais les passagers ont leur place. Les passagers n'auront aucune difficulté parce que si vous faites 5, 6, 7, 8 liaisons entre Lyon et Turin, vous avez, avec en plus soit les Italiens, soit les Français, vous offrez, et vous savez qu'on descend de 4 heures à 2 heures de trajet, je veux dire, vous offrez effectivement une capacité d'échange qui est assez considérable. Donc, c'est bon pour tout le monde, ce projet. Alors, on va revenir au calendrier. Quid de ce calendrier de réalisation, de l'ensemble du projet ? Est-ce qu'on peut espérer un tunnel terminé alors pour le tunnel, pour le tunnel 2032, 2030 Oui, non, pour le tunnel, 34 c'était au départ 2030, ça prend un peu de retard, qui sont liés, j'allais dire, aux précautions et à la nature des travaux. Donc aujourd'hui, c'est 2032. Honnêtement, ça me paraît être un objectif tout à fait tenable. Les financements arrivent derrière, les appels d'offres sont lancés ou les marchés sont passés. Donc oui, ça c'est quelque chose qui arrive sans problème. Ce matin, le représentant italien Paolo Foietta a confirmé que les accès italiens seront là en temps et en heure. Et c'est vrai, puisque eux aussi passent les premiers appels d'offres. Ils ont mis en place le financement et ils avancent. Que va-t-il se passer donc, si vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, si le tunnel est fini, opérationnel, et que les voies d'accès ne sont pas prêtes côté français, ce qui est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mais vous vous en rappelez peut-être aussi, il y avait une émission à la télévision sur les ponts qui étaient construits par des communes ou des départements et qui n'avaient pas de route d'accès. Je veux dire, c'est exactement la même situation. C'est une situation ridicule. Et on dira, bien sûr, ça ne marche pas. Alors si, les opposants diraient, on avait raison, vous voyez bien, les trains ne passent pas dans le tunnel. Et pour cause, si on ne leur offre pas un accès efficace, ils ne passeront pas dans le tunnel. Donc moi, je dis, attention, on est en train de gâcher l'intérêt d'un investissement important en n'ayant pas la dernière étape nécessaire, qui est le maillon de raccordement entre Lyon et le tunnel de base. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, encore rattraper le temps perdu ou c'est trop tard et on sait d'ores et déjà que les voies d'accès ne seront pas terminées quand le tunnel sera opérationnel? Alors, si le processus qui vient d'être engagé par la lettre de Clément Beaune, les 3 milliards d'euros, si l'État, ce que je souhaite ardemment et que je revendique, présente un dossier d'étude
à l'appel d'offres européen du mois de septembre avec une décision en janvier dont elle sait qu'elle sera vraisemblablement favorable. Il y a 3 ans d'études pour arriver à l'essentiel. Donc ça donne le temps d'avoir des éléments précis pour une négociation. Donc 3 ans d'études, on est en 2016, en 2026, pardon. Ça laisse largement le temps de faire une partie des travaux, puisque je répète qu'il serait intelligent de phaser pour être à l'heure en 2032, il n'y a aucun souci. Il est temps de le faire. Si on se réveille dans 3 ans, ça sera trop tard, c'est sûr. Et clairement, il faut plus tergiverser. Oui, il faut. Non, à la limite, j'aime pas ce terme de tergiversation parce que finalement, la fameuse DUP qui a montré l'intérêt général de ce projet, l'intérêt public, elle ne date que de 2013. C'est-à-dire que s'il y a eu un trou d'air, c'est entre 2013 et la décision d'Elisabeth Borne, ministre des Transports, il y a 4-5 ans. Oui, là, il y a eu un trou d'air. Moi, je vois pas de rapidité, mais je vois pas de trou d'air aujourd'hui. C'est ça qui est rassurant. Alors, ce qu'il faut, là, justement, vous évoquiez la DUP, déclaration d'utilité publique. Il faut absolument que les études, notamment ce fameux avant-projet détaillé, démarrent très très vite. Oui, bien sûr. Mais à la limite, c'est au-delà de la DUP. Je veux dire, c'est que c'est la logique du projet. C'est la logique de la rentabilité de l'argent qui a déjà été mis dans ce projet. Mais au-delà, le terme de rentabilité va faire peut-être hurler tel ou tel opposant, mais c'est que c'est bon pour les populations. Et je rappelle que notre sondage a montré qu'elles aspirent au Lyon-Turin à enfin c'est même plus qu'une majorité, une vaste majorité de 80% des sondés. Donc moi, et c'est comme ça que j'ai terminé l'Assemblée générale, c'est Vox Populi, écoutons ce que disent les gens sur le terrain, pas uniquement les vocaux. Les gens de base, y compris ceux qui ont des considérations proches de l'écologie, disent on en a besoin, écoutons-les et faisons ce qu'ils demandent. Et selon vous, le chantier sera complètement terminé, voie d'accès comprise, des deux côtés, à quelle date ? Alors, je n'ai pas la capacité de prescience et mon rôle en tant qu'animateur de la Transalpine, c'est avec ce fonctionnement transpartisan, transcourant et cette mobilisation extraordinaire des populations et des élus, c'est qu'on ne prenne pas de nouveaux retards, qu'on ne tergiverse pas. C'est à ça à quoi je ferai attention. Et je dis que si on ne tergiverse pas, on ne sera pas dans la situation que j'ai décrite, d'une voie à grande vitesse qui arrive 13 ans après l'ouverture du tunnel sous la Manche. Et je rappelle qu'on se moquait de la Grande-Bretagne à l'époque. Vous vous rappelez certainement les propos de François Mitterrand, président de la République de l'époque, qui disait « c'est formidable, on se promène dans le Kent ». Je ne saurais pas qu'une fois que les voies d'accès italiennes et le tunnel de base soient faits, on puisse dire ah, c'est bien, on se promène en vallée de Maurienne. C'est ça le risque. Et là, il n'est pas levé. Je reviens sur la décision de Clément Beaune. Dans le contexte actuel, qu'on connaît tous, un ministre des Transports qui signe une lettre en disant « je mets 3 milliards d'euros sur la table », c'est un signal extrêmement fort. C'est un signal extrêmement fort. Donc je ne suis contre l'idée, ce projet est enlisé, il n'y a pas de décision, etc. Non. Ce qu'il faut simplement, c'est que cette décision, ensuite, continue à être mise en œuvre. Et la première étape, ce sont les études. Alors, dernière question, Jacques Gounand, est-ce qu'on n'arrive pas finalement trop tard ? On sait que les Suisses ont leurs 3 tunnels, vous les avez évoqués, ils fonctionnent bien. Le nôtre aura-t-il vraiment son utilité s'il n'arrive qu'après 2035, 37, 38 ? Alors, j'espère bien que ça ne sera pas cette situation de date que vous décrivez. Quand on regarde la carte, et c'est finalement le travail qui a été fait par la Commission européenne qui est pertinent, on n'est pas sur les mêmes flux. La Suisse a traité de façon remarquable des flux sud-nord et nord-sud dans une certaine mesure. Nous, on est en arrivant à Lyon, on est sur un éventail de possibilités qui est beaucoup plus important. Vous avez évidemment toujours du sud-nord ou du nord-sud, je l'évoquais, vers Anvers, Rotterdam, etc. Et j'espère que les ports français en profiteront. Et puis vous avez effectivement toute la connexion vers Marseille et vers l'Espagne que vous avez citée, qui est tout à fait considérable et qui permettrait d'alléger tous les trafics sur la côte méditerranéenne. Donc j'allais dire, ce ne sont pas les mêmes trafics. Les tunnels, je salue leur réalisation, mais les tunnels suisses ont un objectif. Le Lyon-Turin dessert d'autres régions, d'autres bassins d'emploi, d'autres potentialités, et donc il est
complémentaire, et je dirais même, j'espère un jour, plus important que le flux nord-sud suisse. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Gounon, d'avoir été Merci. l'invité de ce grand entretien. On va vous offrir le dernier Lyon Décideur. Rendez-vous à la rentrée pour le prochain grand entretien. Ce sera toujours chez Ma Pièce. Et d'ici là, très bon été. Merci, au revoir. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.